Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma mère m'a légué son ange gardien. J'aurais préféré qu'elle ne le fasse pas. Ma mère est décédée il y a 2 mois. Ce n'était pas une tragédie au sens soudain et choquant du terme. C'était un long, lent et silencieux déclin. Le cancer. Nous avons eu des années pour nous y préparer, mais on n'est jamais vraiment prêt. La dernière semaine s'est déroulée dans une chambre d'hospice stérile, de couleur beige, qui sentait l'eau de Javel et la fin de vie tranquille. Je me suis assis près de son lit, tenant sa main fine et papyrassée, la regardant simplement respirer. Elle était en paix avec cela. C'était la partie la plus étrange et la plus difficile. Alors que j'étais un nœud emmêlé et hurlant de chagrin et de perte anticipée, elle était sereine. Le dernier jour, alors que sa respiration était superficielle et que sa voix n'était plus qu'un murmure sec et rauque, elle m'a serré contre elle. Ses yeux, qui étaient troubles et distants, sont soudain devenus limpides. « Ne sois pas triste, mon amour » m'a-t-elle murmuré, un sourire faible et fatigué sur ses lèvres. « Je n'ai pas peur, je n'ai jamais eu peur, il a toujours été avec moi. »« Qui ça, maman ?» demandai-je, la voix étranglée par les larmes. « Mon gardien. » Répondit-elle en détournant le regard vers un point situé juste au-dessus de mon épaule. « Mon protecteur. C'était un cadeau de ma propre mère lorsqu'elle est décédée. Il m'a protégé toute ma vie. Il n'a jamais laissé aucun mal réel m'atteindre. » Je ne savais pas quoi dire. Ma mère avait toujours été un peu spirituelle, d'une manière vague et non confessionnelle. J'ai simplement supposé que c'était la morphine qui parlait, une dernière illusion réconfortante. Je lui ai serré la main. Elle a poursuivi, ses yeux se fixant à nouveau sur les miens avec une intensité surprenante. « Quand je partirai, il passera à toi. Il le doit. Il a besoin de quelqu'un à protéger. Tu seras en sécurité maintenant et pour toujours. » « Maman, ne dis pas des choses pareilles. » Et j'étouffai. « Tu ne me croiras pas au début, » dit-elle en m'ignorant, sa voix prenant une force étrange et définitive. « Mais tu sauras. Il y a 10 marques, 10 signes après mon départ. Quand tu auras vu le 10e, tu sauras qu'il est avec toi. Et alors tu le verras. » Elle m'énuméra alors les marques, d'une voix grave et rythmée. Une pièce rendue, une cloche silencieuse, un chemin dégagé, une chute évitée, un avertissement inaudible, une peur apaisée, une odeur de terre ancienne, une caresse de fourrure froide, une voix qui n'est pas la tienne, et enfin, un regard rendu. Elle termina, et un soupir profond et paisible s'échappa de ses lèvres. Elle ferma les yeux, et quelques heures plus tard, elle était partie. Les funérailles se sont déroulées dans le brouillard. Les semaines qui ont suivi ont été étouffantes, entre le chagrin et les formalités administratives. Je fonctionnais en pilote automatique, comme un fantôme dans ma propre vie. J'avais complètement oublié ces dernières paroles étranges. Ce n'était que les divagations d'une femme mourante, un dernier poème magnifique et dénué de sens. Puis, le premier signe est apparu, ce que ma mère appelait une marque. J'étais à l'épicerie, cherchant mes clés dans le parking, et une pièce de monnaie m'a glissé des doigts, tombant bruyamment sur l'asphalte sombre et humide. Il était tard, il pleuvait. Je l'ai cherchée pendant 1 minute, mais la pièce avait disparu. Elle avait probablement roulé sous la voiture. J'ai soupiré, j'ai abandonné et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à mon appartement et que j'ai vidé mes poches sur la commode, elle était là, au milieu de la pile de mes clés et de mon portefeuille. La même pièce de monnaie, sèche et brillante. Je l'ai regardée fixement. C'était impossible. Mes poches étaient vides. Mais mon esprit en deuil m'a immédiatement fourni une 12aine d'explications rationnelles. J'en avais sûrement une autre. Je l'avais sûrement ramassée sans m'en rendre compte. J'ai écarté cette idée, mais une petite graine d'inquiétude avait été semée dans mon esprit. Pour une simple pièce de monnaie retrouvée.
Une semaine plus tard, le deuxième signe. Je rentrais chez moi à pied après le travail, empruntant mon itinéraire habituel qui passait devant une vieille église désaffectée. En passant devant son clocher de pierre silencieux, je l'ai entendu. Un son clair et résonnant d'une grande cloche qui a résonné dans l'air calme de l'après-midi. J'ai levé les yeux. Le clocher était immobile. La grande cloche était immobile. Aucun oiseau ne s'en est envolé. Personne d'autre dans la rue ne semblait l'avoir remarqué. Une hallucination auditive, me suis-je dit. Le stress et le chagrin font des choses étranges à votre esprit. Une cloche silencieuse. Le troisième signe est apparu quelques jours plus tard. Mon immeuble de travail est vieux, et le personnel d'entretien effectue constamment des réparations. Je me dirigeais vers la salle de pause, mais le couloir était bloqué par un énorme chariot à roulettes rempli d'outils et d'équipements, laissé là par un ouvrier qui était introuvable. J'ai soupiré, agacé, et j'ai fait demi-tour pour faire un détour. Arrivé au bout du couloir, j'ai tourné au coin et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille sur mon bureau. Je suis revenu sur mes pas. Le couloir était vide. L'énorme chariot avait disparu. Tout cela en moins de 30 secondes. Personne n'aurait pu se déplacer aussi rapidement. Il s'était simplement évaporé, le chariot. Le passage était libre. Je n'étais plus seulement mal à l'aise, je commençais à sérieusement avoir peur. Cela ne pouvait pas être de simples coïncidences, me suis-je dit. Elles étaient trop spécifiques, trop parfaitement alignées avec l'étrange prophétie de ma mère. Je commençais à me sentir comme un personnage dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Et j'ai commencé à avoir l'impression d'être observé. C'était une sensation constante, légère, comme des picotements dans la nuque. J'étais chez moi, dans mon appartement, et je ressentais soudain une pression intense, comme si quelqu'un venait d'entrer dans la pièce. Je me retournai, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait jamais personne. J'ai aussi commencé à voir des choses, des mouvements fugaces à la périphérie de mon champ de vision, une ombre dans une porte un peu trop grande, un peu trop sombre. Quand je me retournai pour regarder, elle avait disparu. Le quatrième signe est apparu une semaine plus tard. J'étais maladroit à cause de mon chagrin, je ne faisais pas attention. Je descendais les escaliers vers le hall de mon appartement, j'ai raté une marche et je suis tombé en avant. Je me souviens de cette chute vertigineuse, de l'impression de pesanteur, du flash du sol carrelé qui se précipitait vers moi. Je me suis préparé à l'impact, au craquement des os. Mais il n'y en a pas eu. Je me suis simplement arrêté, à 30 centimètres du sol, suspendu dans les airs pendant une fraction de seconde, comme si une main invisible et puissante m'avait attrapé par la poitrine. Puis j'ai été déposé doucement sur mes pieds. Je suis resté là, tremblant, dans la cage d'escalier vide et silencieuse. La chute évitée. Les cinquième et sixième signes se sont succédés rapidement, comme un double coup porté par cette force invisible qui régissait désormais ma vie. J'étais sur le point de monter dans un ascenseur, dans un centre commercial, lorsque j'ai soudainement été envahi par une vague inexplicable de terreur, un cri silencieux et intérieur me disant « Ne monte pas !» J'ai hésité et j'ai laissé les portes se refermer sans moi. Un instant plus tard, les lumières de l'indicateur d'étage se sont éteintes et un grincement bruyant a résonné dans la cage d'ascenseur, suivi du son lointain de la sonnerie d'alarme. C'était l'avertissement inaudible. Le même soir, je rentrais chez moi à pied en traversant le parc. Un gros chien aboyant sans laisse s'est précipité vers moi, les crocs à nu. Je me suis figé, parcouru par une vague de peur primitive et pure. Le chien était à 30 centimètres de moi, prêt à bondir, quand il s'est soudainement arrêté. Il a poussé un jappement aigu et terrifié, a rentré sa queue entre ses pattes et s'est enfui. Comme s'il avait vu quelque chose juste derrière moi, une peur à laquelle on répondait. J'avais atteint 6 marques, 6 signes, et ma vie ne m'appartenait plus. J'étais guidé, protégé et manipulé par une force invisible et inconnaissable. Le sentiment d'être observé était désormais une certitude. Je commençais à le voir plus clairement, mais jamais directement. Dans le reflet de mon écran de télévision sombre, je voyais une silhouette debout dans la pièce devant moi.
Elle était grande, voûtée comme un vieil homme, avec des bras trop longs dont les mains touchaient presque le sol. Dans le reflet d'une vitrine d'un magasin qui était devant moi, je voyais la forme, une silhouette sombre et imposante qui me suivait à quelques pas derrière moi, restant toujours dans l'ombre. Les 7e et 8e signes l'ont rapproché, passant d'une présence visuelle à une présence physique. J'ai commencé à remarquer une odeur étrange dans mon appartement, une odeur qui allait et venait sans raison. C'était une odeur lourde, musquée, animale, l'odeur de la terre humide et riche, et d'autres choses, quelque chose comme de la fourrure mouillée, une odeur de terre ancienne. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit, les lumières allumées, les nerfs à vif, complètement à bout. Je dérivais dans cet espace gris avant le sommeil, quand j'ai senti quelque chose effleurer ma main tendue. C'était une sensation rugueuse, hérissée, comme si je touchais une fourrure épaisse et raide d'animal. J'ai retiré ma main avec un cri étouffé, le cœur explosant dans ma poitrine. J'étais seul dans la pièce. Il n'y avait rien, à part de la fourrure froide. J'en étais à 9 signes. La terreur était désormais ma compagne permanente. Je savais que le 10e signe allait arriver, et je savais qu'avec lui viendrait la terrible révélation finale. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, l'attente ou la découverte. La 9e marque est arrivée hier soir. J'avais enfin réussi à m'endormir d'un sommeil agité et épuisé. Mais une voix m'a réveillé. Un son grave, guttural, humide, murmurait directement dans mon oreille. Ce n'était pas une langue que je connaissais, mais j'ai senti le sens de ce son dans mes os. C'était un mot qui signifiait « à moi ». Une voix qui n'était pas la mienne. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillé dans un coin de mon salon, serrant une batte de baseball, observant les ombres, attendant l'aube. Ce soir, je savais que ça allait prendre fin. Le signe final, la marque finale. Je me suis assis sur mon canapé, la télévision éteinte, toutes les lumières de mon appartement allumées. La sensation de présence dans la pièce était écrasante. C'était une pression physique, une épaisseur dans l'air. L'odeur musquée et animale était irrésistible, et je pouvais la sentir juste là, dans le couloir sombre qui menait à ma chambre. Elle attendait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce une année de deuil. Peut-être était-ce des semaines de terreur grandissante. Mais j'en avais assez d'avoir peur. J'en avais assez d'être la victime dans cette putain d'histoire de fantôme, de protecteur, de gardien. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de l'affronter. D'accord, dis-je d'une voix tremblante, dans un murmure provocateur lancé dans le vide. Je sais que tu es là, montre-toi. L'air dans le couloir sembla scintiller, s'assombrir. Une forme commença à se dessiner dans la pénombre. Au début, c'était la silhouette familière et voûtée d'un vieil homme. Il était grand, peut-être 2 mètres, même avec sa posture voûtée. Ses bras étaient longs, les doigts noueux et ses mains effleuraient le plancher. Son corps était recouvert d'une épaisse fourrure noire, emmêlée et graisseuse. Puis, il leva la tête, et je vis son visage. Ce n'était pas un visage humain. C'était la tête longue, étroite et barbue d'une chèvre. Ses cornes étaient épaisses et recourbées, s'enroulant vers l'arrière à partir de son crâne étroit. Mais le pire, ce qui m'a finalement complètement brisé l'esprit, c'étaient ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux stupides et placides d'un animal de ferme. C'était une paire d'yeux jaunes, intelligents, anciens et littéralement malveillants, avec des pupilles horizontales comme celles d'un serpent. Et il me regardait directement. Un regard rendu. Le 10e signe, le signe final. L'ange gardien de ma mère. Je n'ai pas crié. Le son était coincé dans ma gorge, une boule solide et immobile de pure terreur. Nous nous sommes simplement regardés, pendant une éternité, à travers les 6 ou 7 mètres de mon salon brillamment éclairé. Et dans ses yeux anciens et jaunes, je l'ai vu. Le même regard serein, paisible et conscient que ma mère avait sur son visage lorsqu'elle est morte. C'est mon protecteur, mon gardien. Il m'accompagne depuis 2 mois, telle une ombre silencieuse et invisible. Il m'a ouvert la voie. Il m'a sauvé de la chute, il a effrayé le chien,
Et maintenant que je l'ai vu, il ne ressent plus du tout le besoin de se cacher. Je suis en train de vous parler depuis mon bureau. Le soleil s'est levé, et cela ne m'apporte aucun réconfort, parce qu'il est toujours là. Il se tient dans un coin de ma chambre, près de la porte, sa silhouette voûtée et velue formant un trou noir dans la lumière du matin. Il se contente de me regarder. Les derniers mots de ma mère résonnent dans ma tête. Je n'ai jamais eu peur, il a toujours été avec moi. Maintenant, cher auditeur, je vous pose la question. Que dois-je faire? Comment échapper à un ange gardien? Comment fuir un protecteur qui ne laissera jamais, jamais aucun mal vous atteindre, mais dont la simple présence est un sort pire que la mort?